le grand plaisir d'ouvrir cette session d'une soutenance publique de thèse de M. Raphaël Nussbaumer. Raphaël nous est venu avec un master en sciences de hydrologie et Water Resources Management de l'Imperial College of London, je bascule en anglais, avec une thèse sur les prairies canadiennes. Maintenant, on va l'écouter sur sa thèse de doctorat ici dans la faculté des géosciences et de l'environnement. Mais avant de faire une présentation, j'aimerais bien présenter la comité. On a réuni la comité de thèse, de jury de thèse, il y a un mois et demi, où il a très bien défendu sa thèse dans un colloque privé. Son directeur de thèse, c'est mon collègue professeur Klaus Holliger, ici dans l'Institut des sciences de la Terre. Ici présent aussi, il y a son expert interne, le professeur Grégoire Marietto, de l'autre institut, de l'Institut de dynamique de la surface terrestre de notre faculté. Et il y avait deux autres personnes présentes dans le jury de thèse qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, monsieur le professeur Ervan Gloaguen du Centre Eau, Terre, Environnement de l'Université de recherche INRS Québec-Canada, et puis monsieur le professeur Philippe Renard, Centre d'hydrogéologie et de géothermie de la Faculté des sciences à l'Université de Neuchâtel. Ils étaient les experts externes pour cette thèse. Donc, le déroulement de la session, c'est que Raphaël va faire une présentation de sa thèse. Ça va être suivi avec des questions. On va d'abord donner la parole à l'expert interne, le professeur Marietto, puis au directeur de thèse, professeur Holliger, puis au public. Et après, la comité va s'excuser pour délibérer, et puis on va revenir pour prononcer le résultat. Donc, vous avez maintenant la parole. Merci. Au cinéma. Lui, c'est Joe. C'est un agriculteur à l'esprit entrepreneur qui vit dans une jolie région vallonnée pas très loin d'ici. Il a hérité d'une grande ferme et a décidé d'y construire des appartements. L'ancienne source d'eau de cette ferme se trouve dans le pré des vaches. La source a toujours suffi pour sa famille. Mais est-ce qu'elle sera suffisante pour approvisionner ces nouveaux appartements ? Et est-ce que les fertilisateurs que Joe utilise dans ses champs risquent de la contaminer ? En tant que bon agriculteur, pour tenter de répondre à ces questions, Joe observe la nature autour de lui. Il va régulièrement mesurer le débit de la source pour voir combien d'eau sort en fonction de la pluie, par exemple. Malheureusement, ce n'est pas si simple de faire des liens entre la pluie et le débit, et ces observations se limitent à certaines conditions, ce qui ne suffit pas trop pour s'assurer que ses locataires aient de l'eau à tout moment. Heureusement pour lui, Joe a eu la bonne idée d'encourager ses fils à être curieux et étudier à l'école. Un de ses fils a donc voulu creuser ces questions un peu plus loin en faisant des études en hydrogéologie, c'est-à-dire l'étude de l'eau dans le sol. Dans ce domaine, on cherche à connaître les mouvements de l'eau dans le sol. Cela permet de quantifier combien d'eau il y a dans le sol. Au-delà de la question de Joe et de ses locataires, cela s'applique à plein d'autres questions bien plus larges. Dans les grandes plaines aux États-Unis, dû au climat, l'agriculture intensive nécessite une irrigation importante, ce qui a entraîné l'épuisement des nappes phréatiques souterraines. Aujourd'hui, il est donc important de pouvoir anticiper la quantité d'eau disponible pour irriguer de façon durable. L'hydrogéologie permet aussi d'évaluer le transport de contaminants dissous dans l'eau, comme par exemple les fertilisateurs que Joe utilise dans son champ. Ces fertilisateurs se répandent dans les sols et se concentrent finalement dans les lacs. Cela produit un excès d'algues et donc trop d'oxygène pour les poissons. À plus grande échelle, il arrive parfois que les usines aient des fuites dans leurs réservoirs et que les polluants contaminent la source d'eau souterraine d'un village. C'est pour tenter de répondre à ces questions et à plein d'autres que le fils de Joe a passé 4 ans exilé en Suisse à faire un doctorat. Regardons d'un peu plus près ce qu'il y a découvert. Bonjour et bienvenue à tous. Merci à ceux qui sont venus spécialement de loin d'Alsace, qui ont fait toute la route pour venir ici, ça me fait bien plaisir. J'espère à travers cette présentation être capable de vous présenter ou vous expliquer le plus pédagogiquement possible
les méthodes et les algorithmes que j'ai fait pendant ma thèse. Et on va voir comment est-ce que ces algorithmes et ces méthodes vont pouvoir aider Joe dans ses problèmes d'eau. Donc pour répondre à ces problèmes soulevés par Joe, Lafferty nous a expliqué qu'il était important de connaître les mouvements de l'eau dans le sol. Et pour faire ça, comme la vidéo l'a expliqué, en fait, on a besoin de modèles. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, en fait, c'est une représentation simplifiée de la réalité d'un phénomène. En fait, lorsqu'on fait un modèle, on s'intéresse à un phénomène et on va essayer de le simplifier le plus possible jusqu'à ce qu'on arrive à le résoudre de manière mathématique et aussi dans un modèle numérique. Avant de continuer, j'aimerais juste spécifier pour les gens qui pensent qui pensent à une nappe phréatique ou à de l'eau dans le sol comme cette image. En fait, c'est pas tout à fait ça. Il faut plutôt penser à une nappe phréatique comme une éponge qui est gorgée d'eau. En fait, ça c'est très rare et ça n'arrive pas souvent, alors que le sol est plutôt ce qu'on appelle un milieu poreux, comme une éponge avec de l'eau dedans. Donc pensez plutôt à ça quand vous pensez au concept de nappe phréatique. Donc ce qu'on va s'intéresser, c'est à cette eau qui est dans le sol, sous le sol, qui est dans la zone, on appelle ça saturée, c'est-à-dire que tous les pores sont remplis d'eau, et on va regarder les mouvements qu'il y a. Donc là, par exemple, sur ce schéma, on peut voir facilement les mouvements en termes régionaux qui vont de rivières ou de réservoirs, et qui se déplacent vers les endroits, par exemple, où il y a des pompes pour irriguer les cultures, ou alors les pompes aussi pour nourrir donner de l'eau aux habitations. Et on voit que cette eau, le niveau de la nappe phréatique est aussi très important pour les zones humides, par exemple, qui apportent de l'eau et qui en récupèrent aussi à d'autres moments dans la saison. Ok, alors on voit un peu le schéma global de comment l'eau se déplace. On va essayer de s'intéresser maintenant à comment est-ce qu'on peut modéliser ça. Comment est-ce qu'on peut mettre ça dans un ordinateur. Alors on va reprendre notre exemple avec Joe et on va regarder donc au phénomène qu'on s'intéresse. Donc c'est évidemment le mouvement de l'eau dans le sol. Et les simplifications, on va en faire deux pour nous aider. La première, c'est qu'on va regarder juste à 2 dimensions. Donc on va faire une coupe dans le sol et on va regarder juste à comment ça se déplace au niveau vertical. La deuxième simplification qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle une discrétisation. C'est un mot compliqué qui veut juste dire qu'on va mettre une grille dessus. Par exemple, une grille comme ça. Et l'intérêt de faire cette discrétisation, c'est de dire que chaque cellule de cette grille va se comporter de manière homogène. Tout dedans va être la même chose, la même vitesse de l'eau, la même concentration en contaminants, la même densité d'eau, enfin exactement la même chose partout dans ces cellules. Donc en faisant ça, on peut s'intéresser plus spécifiquement à chaque cellule. On a juste besoin de modéliser ce qui se passe au niveau de la cellule et ensuite le généraliser à toutes les cellules de la grille. Et la modélisation se base sur 2 concepts clés qu'on a besoin de comprendre. La première, c'est la loi de Darcy, la deuxième, c'est la conservation de masse. Donc la loi de Darcy, elle nous donne en fait le flux d'eau qui va passer d'une cellule à l'autre. Et la loi de Darcy, ce qu'elle nous dit, c'est que ce flux d'eau, il va être proportionnel à la hauteur d'eau qu'on a. La hauteur d'eau qu'on a entre celui-ci et celui-ci. Et donc en regardant la différence de hauteur d'eau, ça va nous donner combien d'eau va circuler d'une cellule à l'autre. Non seulement la hauteur d'eau, mais aussi une caractéristique du sol qui s'appelle la conductivité hydraulique. Donc ça, c'est les 2 éléments qui vont donner la quantité d'eau qui se déplace. Le deuxième concept, donc la conservation de masse, nous dit simplement que la quantité d'eau qui rentre, moins la quantité d'eau qui sort, est simplement égale à la différence de quantité d'eau qu'il y a dans la cellule au pas de temps d'après. Maintenant, on va passer aux mathématiques. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Donc, au cours de la présentation, je vais faire ces petits encadrés coins des experts, où si vous ne comprenez pas ce qu'il y a là-dedans, c'est pas grave. Vous pouvez quand même comprendre la présentation, mais pour la plupart qui ont fait des études, ils vont se sentir offusqués si je ne mets pas des équations. Et puis moi-même, j'aime bien les équations, pour être honnête. Donc le flux est simplement égal donc, au gradient de pression. Donc pression, on met H parce qu'on appelle ça head en anglais, qui est l'équivalent de la pression selon le sens horizontal, multiplié par le coefficient donc, de conductivité hydraulique et par la densité de l'eau pour avoir en fait le flux en kilogrammes par temps, enfin en masse par temps et pas en mètres. Conservation de masse, c'est simplement que la différence du flux à l'intérieur qui rentre et qui sort est égale à la différence de masse. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va différencier en fait, la différence de masse sur le temps. Ça va nous donner cette partie à gauche,
en fait, en transformant la masse en head et avec le coefficient SS. Et de l'autre côté, on va juste on va différencier de nouveau le flux sur le sens horizontal. Donc c'est pour ça qu'on a de nouveau un gradient. Et là, en fait, cette équation correspond à juste celle qui est là. Et cette équation finale s'appelle l'équation des écoulements en milieu poreux. C'est une équation assez connue dont la plupart des modèles qu'on peut trouver qui modélisent les nappes phréatiques utilisent cette équation. Ok, alors je ressors maintenant du coin des experts. Pour ceux que j'ai perdu au cours de l'explication, en résumé, tout ce qu'on a vu, c'est qu'on a besoin d'un modèle pour décrire l'écoulement de l'eau. Et que pour ce modèle, on a besoin de ces éléments, et un d'entre eux, c'est le concept de la loi de Darcy. Alors maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement sur ce point-là, s'intéresser plus spécifiquement à la loi de Darcy. Alors cette loi vient en fait d'un Français, comme quoi toutes les bonnes choses viennent de France. Henri Darcy, c'était en fait un ingénieur qui était responsable de l'approvisionnement en eau de la ville de Dijon, et il s'est intéressé à savoir s'il pouvait trouver la loi qui régissait les écoulements d'eau. Alors ce qu'on va voir dans cette slide, c'est quelle expérience il a fait pour caractériser l'écoulement de l'eau. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un cylindre fermé, puis il a mis de la terre dedans, le sol, et puis il a fait juste deux ouvertures. Une ouverture à gauche pour faire rentrer l'eau, et une ouverture à droite pour la faire sortir. Donc, on fait rentrer de l'eau, et puis l'eau elle sort. Alors comme on a vu tout à l'heure, si on met plus d'eau à gauche, forcément le débit, vous avez vu, il a augmenté. Donc il y a plus d'eau qui passe. Donc ça, on a déjà vu que c'était le débit, enfin le flux qu'on a vu là, le J est proportionnel en fait à la hauteur de l'eau. Mais ce qu'il a découvert en plus, ce qu'il a mis en place en plus, pour mesurer cette différence de hauteur d'eau, en fait, il a mis juste deux tubes en plus pour pouvoir voir la hauteur d'eau qui ressort, qui est en fait l'équivalent à la pression. Donc cette hauteur d'eau permet juste de calculer la pression de manière plus facile. Et donc il a vu que s'il mettait un autre type de sol, par exemple un argile, on voit que la différence de hauteur d'eau remonte et le flux diminue. Alors que s'il met un sable, là d'un coup, il y a beaucoup d'eau qui sort. Donc en fait ce qu'il a mis en place, c'était que on peut caractériser un sol, je vais vous mettre tout de suite le texte, avec la perméabilité d'un sol, avec ce coefficient qui s'appelle la conductivité hydraulique, qui s'appelle K, qui exprime en fait l'aptitude du milieu poreux du sol à laisser passer un fluide, donc l'eau pour nous, sous l'effet d'un gradient de pression. Donc cette équation, ce coefficient est important, parce que c'est là-dessus que la suite de ma thèse, on va parler beaucoup de ce coefficient, donc mémorisez que la conductivité hydraulique, ce que je vais appeler K des fois, parce que c'est plus rapide que conductivité hydraulique, ça donne juste l'aptitude du sol à laisser passer l'eau. Alors de nouveau, pour les experts, je vais juste mettre la petite équation qui permet de voir comment est-ce qu'il a calculé ça. Donc on a le débit Q à droite qui est égal donc à la surface du cylindre multiplié par le coefficient, donc la conductivité hydraulique, et multiplié encore par le gradient de pression qu'il a pu juste mesurer comme ça. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste mis différents types de sols, changé le gradient, et en fait il voyait le débit, il pouvait mesurer facilement le débit et donc calculer ses coefficients. Ok. Alors maintenant on peut revenir à notre problème de Joe, et on peut voir sa nappe phréatique qui est là, avec son eau ici. Ce qui se passe, c'est que quand il va pleuvoir, le niveau d'eau va monter, et puis il a un puits. Alors en réalité, c'est effectivement un puits horizontal, mais ça pourrait très bien être un puits vertical, ça reviendrait à la même chose. Et donc pour modéliser ça, on va juste effacer tout ça pour que ce soit plus facile. On va faire notre grille. Là, je vous ai mis une grille, vous arrivez à voir. Ouais. Alors en fait, ça c'est la grille, mais en réalité, la grille qu'on va utiliser par la suite, elle est beaucoup plus fine. Et là, maintenant, vous devriez plus arriver à la voir. Mais en réalité, il y a des toutes petites pixels, donc toutes petites cellules. Et alors je vais vous montrer par exemple, ça c'est une possibilité de conductivité hydraulique, donc le coefficient K qu'on a parlé tout à l'heure. Je vous mets la légende en haut, et donc on voit que l'unité c'est des vitesses, pour ceux qui
voient ce que c'est. Et en fait, l'échelle, c'est une échelle logarithmique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de variations entre les valeurs basses et les valeurs hautes. Et donc l'idée, c'est juste de dire que la variation de ce coefficient est très conséquente dans le sol, très importante. Non seulement en termes d'ordre de grandeur, mais aussi spatialement, on voit que ça peut varier énormément. Donc le dernier élément que je voulais encore apporter avant de pouvoir vraiment aller dans ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est l'importance en fait de connaître ce coefficient distribué sur l'espace, c'est-à-dire sa valeur partout sur l'espace. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est là-dessus que la suite de ma thèse c'est la motivation de la suite de ma thèse. Et pour faire ça, on va remettre l'eau dedans et on va regarder juste ce carré ici, de 250 mètres, dans la zone saturée, on va estimer qu'il y a un gradient de pression qui est constant. Et voilà, j'ai simulé 6 champs. En fait, j'utilise le mot champ ou image de manière. C'est la même chose en fait, c'est juste que dans notre vocabulaire, on a l'habitude d'appeler ça un champ, mais en fait, c'est la même chose qu'une image faite de pixels ou de cellules. C'est la même chose. Donc, c'est une image avec chaque pixel qui est une autre valeur qui correspond à la valeur de conductivité hydraulique. Donc là, j'en ai généré 6 qui, a priori, ils ont l'air un peu tous la même tête. Hein. On ne voit pas trop de différence. Ils sont basés sur les mêmes paramètres. Mais la localisation des zones de forte et de basse et de haute valeur sont différentes. Et on va voir l'influence que ça a sur le modèle d'écoulement. Donc on va appliquer l'équation d'écoulement en milieu poreux qu'on a vu tout à l'heure sur ces champs. Et puis là, vous pouvez voir les champs de vitesse de l'eau. Donc plus c'est foncé, par exemple, plus l'eau va très vite, va se déplacer très vite. Donc le déplacement se fait de gauche à droite. Et on peut en fait imaginer qu'on a mis un puits à chaque fois sur le côté droit et regarder le débit qui va sortir de ce puits si on avait ça. Et là, vous pouvez voir que par exemple sur cet endroit-là, on aura beaucoup d'eau qui va sortir, alors que celui-ci, très très peu d'eau en fait. Donc, je vous ai mis les valeurs que j'ai mesurées, donc c'est en mètres cubes par heure, et comme vous voyez, ça change vraiment avec des ordres de grandeur très importantes. Tout ça à partir d'un champ qui avait l'air d'être la même chose. C'était à peu près les mêmes valeurs, donc on ne voyait pas trop la différence. En réalité, c'était très important de connaître la continuité, c'est-à-dire comment est-ce que les valeurs faibles sont continues ou pas. Parce que là, en fait, on a l'impression qu'il y a une valeur faible, mais là, il s'arrête. Là, ça devient des valeurs plus fortes de conductivité et l'eau est freinée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'eau qui sort. L'autre aspect qu'on a vu dans la vidéo, c'était pas seulement de savoir la quantité d'eau, mais aussi la qualité d'eau. Et pour cet aspect, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une petite simulation de nouveau en imaginant un tank avec un certain polluant qui va... alors là, j'ai mis une station essence, en réalité, ça ne peut pas être de l'essence parce qu'on va dire que ça se dissout dans l'eau. Mais à un moment T, on va imaginer qu'il y a des cratures sur le réservoir et puis le contaminant va rentrer dans la nappe phréatique. Et là, vous voyez l'animation de comment la concentration va se déplacer, comment la concentration en noir va augmenter au cours du temps. Donc sur l'échelle en bas, vous voyez le temps, et puis les trois mêmes graphiques, là, en rouge là-bas, bleu ici et jaune là. Et ce que vous pouvez voir, si vous observez bien, c'est qu'en fait, cette réalisation, la concentration, ce que je n'ai pas expliqué, c'est la concentration qu'on mesure au niveau de notre puits sur la gauche. Et on voit que la concentration arrive presque à 100% au bout de à peu près un mois avec cette image de conductivité, alors qu'avec le bleu, même après une année, on est à peine au-dessus des 50%. Ok, alors on a fini avec l'introduction, et j'espère que vous avez pu comprendre l'importance de connaître ce paramètre K, qui donne l'aptitude donc, au sol à laisser passer l'eau ou pas. Et on a besoin de le connaître, non seulement ses valeurs, mais aussi spatialement, comment est-ce qu'il est distribué. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir comprendre l'objectif de ma thèse, qui est donc en fait de générer des images de cas. Donc, des images au niveau du spatial de cas, mais pas n'importe lesquelles, il faut qu'ils soient contraints par rapport aux informations qu'on a disponibles. Alors, on va voir au cours de la présentation 3 types d'informations, et on va essayer de voir, en fait, le challenge que moi j'avais avec mes algorithmes, c'était de combiner ces 3 types d'informations tous ensemble pour générer ces images de cas les mieux possibles, pour qu'ensuite je puisse les donner à l'hydrologue qui va pouvoir les mettre dans son modèle et puis donner à Joe les résultats sur combien d'eau il peut avoir à sa source
ou alors si la concentration d'une fluide pourrait atteindre sa source, par exemple. Alors, le plan de route pour cette présentation, on a déjà vu le premier qui était donc l'importance de la conductivité hydraulique de K. Le premier élément qu'on va voir, c'est une méthode qui s'appelle la simulation séquentielle gaussienne. En anglais, c'est Sequential Gaussian Simulation. Alors, j'ai l'habitude de l'appeler SGS. Si je parle de SGS, vous saurez que c'est cette méthode qu'on va voir dans un premier temps. Ensuite, on va... ça c'est une méthode sur laquelle le reste de ma thèse est basé, donc j'ai besoin de vous le présenter pour que vous puissiez comprendre la suite qui est en fait vraiment le travail de ma thèse. Jusqu'à présent, c'est pas vraiment ce que moi j'ai fait, mais c'est ce que les autres ont fait. Et à partir de là, c'est vraiment ce que moi j'ai fait. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette méthode en regardant un aspect spécifique de cette méthode. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut modifier en fait cette méthode pour prendre une troisième forme, enfin, la troisième type de données, comment est-ce qu'on peut l'intégrer en utilisant une version modifiée de SGS qui devient BSS. Et on verra tout ça plus en détail tout à l'heure, mais comme ça vous avez le plan de route de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, très bien. Alors on peut passer à la première méthode. Cette méthode, elle est très importante parce qu'en fait, elle est utilisée par beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs, d'ingénieurs qui vont en fait utiliser cette méthode qui est répandue dans la plupart des softwares. Et donc c'est important d'avoir une méthode qui est très robuste. Alors dans cette partie, on va juste voir sur quoi elle se base, comment elle marche. Alors, notre objectif de tout à l'heure, c'était de déterminer les valeurs de K. Donc là, je vous ai donné une autre image possible de K. C'est vrai que la lumière n'est pas terrible, mais là, on voit que c'est plus lisse que tout à l'heure. Et voilà, ça pourrait être par exemple une image de conductivité hydraulique du prêt de Joe. Et en réalité, en fait, c'est pas connu, c'est pas possible de savoir ça. Pour le savoir, il faudrait excaver tout le volume et puis l'emmener, enfin, c'est juste impossible. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est faire venir un camion qui va creuser un puits. Et puis en creusant son puits, il va récupérer chaque portion de terre, il va l'emmener en laboratoire, et en laboratoire, ils vont pouvoir faire des tests pour déterminer la valeur de K. Donc on va avoir ces valeurs de K tout au long sur le long du profil du puits. Donc ça, c'est notre premier type d'information qu'on va devoir utiliser. Et le deuxième type d'information, c'est une information de structure spatiale. Alors c'est un peu compliqué. Pour le moment, tout ce que je vais vous dire, c'est que pour la méthode, c'est que la méthode de simulation gaussienne séquentielle va être capable de générer des réalisations, donc c'est-à-dire un champ possible à baser sur les contraintes de puits et puis la structure spatiale, donc c'est-à-dire à quoi ça ressemble en gros. Donc vous voyez, ça peut générer un champ comme ça, ou alors un champ comme ça, ou une image comme ça, pardon. Je ne sais pas si on voit bien avec les images, mais on voit la différence. À chaque fois, les valeurs sont très bien au puits. C'est toujours les mêmes au puits. On voit que mais par contre, dès qu'on s'éloigne du puits, après, les valeurs peuvent être très différentes. Voilà. En générer plein. Donc ça, c'est le but de l'algorithme, de pouvoir en générer plein pour ensuite les donner à l'hydrologue qui va pouvoir tous les tester dans son modèle et puis il va voir en fonction de la variabilité de ces champs ou de ces images, quelle sera la variabilité ou la gamme de valeurs de, par exemple, débit qu'il va avoir à la fin de ces modèles. Donc c'est important d'être capable de générer plusieurs réalisations. Et en fait, on appelle simulation, donc la simulation va générer une réalisation en différence de ce qu'on appelle une estimation, où l'estimation en fait donne pas une valeur possible, mais la valeur la plus probable. Alors ce que ça change, c'est que en fait les valeurs, dès qu'on est loin des puits, des données contraintes, et ben on a juste la valeur moyenne, parce qu'en fait on n'a aucune idée, donc en fait c'est la valeur la plus moyenne qu'on peut avoir. L'intérêt de cet algorithme, c'est de générer des réalisations, donc une possibilité, et pas des estimations qui seraient la valeur la plus probable. Et on verra par la suite comment la différence entre les deux, au niveau du modèle hydrologique. Le deuxième aspect du nom, donc séquentiel, c'est attrait à comment la méthode marche, et ça on va voir dans 2 slides. Et finalement, le dernier point qui est le point gaussien, c'est ce qu'on va voir dans la slide tout de suite d'après. Donc qu'est-ce qu'une image gaussienne? Alors pour cette slide, je dois vous prévenir que ce n'est pas la slide la plus facile. Il y a encore quelques jours, j'en discutais avec quelques personnes de savoir qu'est-ce que c'était qu'une image gaussienne, enfin qu'un champ gaussien, et puis on n'était pas tout à fait d'accord. Alors,
Donc c'est pas grave si vous lâchez le morceau, c'est pas la slide la plus importante. Mais pour leur faire plaisir, je leur ai mis tout de suite les équations. Donc moi, quand j'appelle un champ gaussien, en fait c'est un champ multi-gaussien, pour être précis. Et puis en plus, pour nous simplifier la vie, je vais dire que ça a une stationnarité de deuxième ordre, c'est-à-dire que la moyenne est partout pareille, et la covariance, la structure de covariance du champ est en fait définie simplement par une fonction. Une fonction qui prend en compte seulement la distance entre l'accroissement, en fait, on appelle ça, donc la distance entre les deux. Donc alors là, je vous ai tous perdus. En gros, ce que ça veut dire ce charabia, c'est qu'il faut que l'image elle soit uniforme. Si elle n'est pas uniforme, on ne peut pas utiliser cette méthode. C'est simple les maths, en fait. Alors, pour cette image, par exemple, voilà, ça c'est une image gaussienne. L'intérêt de dire qu'elle est gaussienne, de considérer seulement les images gaussiennes, c'est qu'on n'a que besoin d'une fonction pour décrire sa structure spatiale. Et cette fonction, c'est cette fonction c de x que j'ai mis là. Et je vais vous l'illustrer ici. Alors, c'est pas une, ça peut paraître un peu, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre 2 points sur l'image, n'importe quel 2 pixels, et on va regarder comment les 2 points sont pareils ou pas. Et ce que cette fonction elle décrit, elle dit que plus la distance entre ces 2 points est grande, plus la variabilité entre les 2 points va être grande. Donc les points proches, 2 points là et là, ils vont avoir des valeurs très proches, et donc leur variabilité va être très faible. C'est simple, non? Alors, à vous de jouer. Voilà, je vous ai mis 2 images ici, et 2 fonctions, laquelle correspond à quelle image? La rouge en bas. La verte en bas. La verte en bas. Mathieu. La verte en bas. La verte en bas. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la manière la plus facile de regarder, c'est si on regarde 2 pixels très proches, on voit qu'il y a beaucoup de variabilité. C'est ce qu'on appelle du bruit en fait. C'est-à-dire il y a beaucoup si on passe d'un pixel à l'autre, c'est très variable. Alors que là, si on passe d'un pixel à l'autre, c'est pas très variable. Et sur notre fonction, on voit que si on est très proche, directement la verte, il y a déjà beaucoup de variabilité. Alors que la rouge, si on est proche, il n'y a quasiment pas de variabilité. Alors, ce que je dois rajouter en plus pour faire plaisir, donc voilà le résultat, bravo à ceux qui l'ont trouvé. Ce que je dois rajouter en plus, c'est que, en réalité, je vous dis que c'est qu'avec cette fonction, on peut aussi rajouter ce qu'on appelle de l'anisotropie, c'est-à-dire que là, la fonction qu'on a là, c'est la même dans le sens horizontal et vertical. En réalité, on peut aussi générer des champs où, dans le sens horizontal, on aura une fonction un peu différente que dans le sens vertical. Et donc, ça crée cette anisotropie qui est souvent vue dans les sols. Et l'autre truc, c'est qu'on peut aussi ajouter une inclinaison si on veut. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Alors, est-ce que... Oui, pardon. Vous allez me dire, mais alors avec ça, on peut quasiment faire tout, en fait. Tout est gaussien. Eh bien, ça serait bien beau, mais malheureusement, tout n'est pas gaussien. Donc, je vous mets quand même des images de qu'est-ce qui n'est pas gaussien. Alors, qu'est-ce que la méthode SGS ne pourrait pas simuler, ou faire des simulations. Donc, par exemple, un champ avec des différents layers, ou alors avec un gradient entre 2 types de sol, ou alors avec des chenaux comme ça, ou même avec des sortes de lobes de matériaux différents. Donc ça, la méthode séquentielle n'est pas appropriée. Enfin, les experts vont dire qu'on peut faire quelque chose, mais disons que c'est pas facilement faisable, et la méthode que nous on va voir, on ne peut pas faire ça. Alors, pour ceux que j'ai perdus au cours de la slide, ce que vous devez savoir, c'est que SGS ne marche seulement si c'est des images homogènes, et que, vu qu'elles sont homogènes, on peut définir une fonction très simple qui, en fonction de la distance entre 2 points, va nous donner la variabilité de ces points. Et donc, en connaissant ça, on va pouvoir voir comment est-ce que la méthode marche. Donc, je vous rappelle juste qu'on essaie de trouver une méthode qui est capable de générer des champs de conductivité hydraulique pour notre modèle hydraulique, pour ceux qui ont été perdus au cours du truc. Et on a trouvé que cette méthode, SGS, était capable de le faire. Maintenant, on va voir comment ça marche. Donc, le mot séquentiel que je vous avais parlé tout à l'heure va venir en compte ici, où on voit qu'en fait, chaque pixel de l'image est simulé de manière séquentielle, c'est-à-dire l'une après l'autre. Alors, on va s'arrêter sur cette image pour voir comment est-ce qu'on simule ce point. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les points les plus proches autour. Donc, cela. Et simplement, ce que SGS va faire, c'est qu'il va donner une valeur ici, et cette valeur va être une sorte de moyenne.
Donc pas une moyenne juste de tous les points qu'il y a là, mais une moyenne intelligente. Et la façon dont elle est intelligente, c'est qu'elle va prendre en compte la distance qu'il y a. Non seulement la distance, mais la fonction qu'on a vue tout à l'heure, dans la slide d'après, on va pouvoir utiliser cette fonction. Alors, ce que je vais vous représenter ici, c'est toutes les valeurs possibles que peut prendre cette valeur. Donc entre des valeurs très sombres et des valeurs très claires. Et ce qu'on va voir dans cet ordre-là, c'est la probabilité de ces valeurs. Donc ça va donner une courbe où pour chaque valeur, on va avoir une probabilité que le point ait cette valeur. Okay, ce qu'on appelle une PDF, pour ceux qui connaissent. Donc ce que je vous ai mis ici, c'est chaque point, chaque voisin qu'on a ici, je vous les ai mis ici, au bon endroit. Donc vous voyez que la couleur correspond bien. Donc par exemple, celui-ci, c'est le point sombre qui est là. Et la taille des ronds correspond à la distance avec le point à simuler. Donc on voit que par exemple celui-ci, un tout petit, c'est probablement lui, et puis lui, le tout gros, c'est celui qui est là. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va calculer la valeur moyenne de tous ces points en fonction de leur distance, donc en fonction de la taille de ça, et ça va produire cette courbe de probabilité qu'on a parlé tout à l'heure. Donc là vous allez me dire, ok, alors ce qu'on va faire, on va prendre la valeur la plus probable, c'est le plus logique à faire. Et bien non, pas tout à fait, parce que si on prend la valeur la plus probable, avec la probabilité la plus élevée, on va se retrouver sur ce qu'on appelait une estimation. Donc on va retrouver avec un champ très lisse qui va toujours prendre les valeurs les plus probables. Non, avec SGS, on va avoir une valeur possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler de manière probabilistique, selon cette courbe, un point là-dedans. Donc par exemple, pour ce point-là, il s'agit du point qui est là. Donc on va prendre ce point-là, on va le mettre sur la grille, et on va continuer. Avant de continuer, je vais faire le petit point des experts pour ceux qui aiment les équations. Voilà l'équation de Krigage, ça s'appelle en fait, donc c'est la moyenne pondérée où on a le point à simuler UI, alors ça c'est la position, et l'étoile ça veut juste dire que c'est le point qu'on essaye de simuler, enfin c'est le point estimé en réalité, et les lambda qu'on a là sont en fait les poids, c'est les poids de la pondération. Et donc la somme des lambda est égale à 1 pour ceux qui veulent être précis. Et ces lambda sont en fait résolus à travers ce système linéaire, où en fait là vous voyez intervenir la fonction qu'on avait parlé tout à l'heure de covariance, c'est-à-dire la différence, la fonction entre deux points. Donc de ce côté on a tous les voisins, donc tous les points autour qu'on appelle voisins, et de ce côté c'est la covariance entre le point simulé et l'endroit ici. Et donc ça peut se résoudre, c'est-à-dire tout cela on les connaît, d'après la fonction qu'on a choisie tout à l'heure, on trouve les lambda, on les met là-dedans, et on trouve cette valeur. Ok, alors maintenant on peut regarder comment la grille se remplit au cours de la simulation. Et donc vous voyez qu'en fait il va prendre les points l'un après l'autre, il va les simuler pour donner à la fin une image qui a une structure spatiale qu'on souhaitait. Ça met un peu de temps. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la courbe de probabilité rétrécit au fur et à mesure de la simulation parce que les points sont de plus en plus contraints, c'est-à-dire qu'il y a moins de variabilité possible. Donc la courbe est beaucoup plus étroite. Et voilà le résultat. Très bien. Alors maintenant on a fini avec SGS et on va pouvoir passer à mon premier travail de thèse, vraiment ce que moi j'ai fait, qui était la question quel est le chemin de simulation pour SGS. En fait c'est malgré que c'était un algorithme qui est très utilisé, il y a à ma connaissance personne qui a vraiment fait un travail approfondi pour savoir quel était le chemin. Donc, ce que j'appelle chemin, en fait, c'est l'ordre dans lequel les points sont simulés. Quel était le chemin optimal? Alors, je vais vous demander votre contribution. Je vais vous proposer 4 chemins différents et vous allez essayer de me dire lequel vous pensez qui est le meilleur chemin. Alors, le premier chemin, c'est le chemin aléatoire qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va juste choisir les points de manière complètement aléatoire sur la grille. Il n'y a aucune structure, il va juste les prendre comme ça. Je ne vais pas le laisser finir, ça va mettre un peu trop de temps. Le deuxième, c'est un chemin qui s'appelle le chemin unilatéral. Donc il va juste continuer à remplir la grille de cette manière-là. Je ne vais aussi pas le laisser finir, sinon il sera encore ce soir. Et le troisième, le chemin multigrille. Donc en fait, le chemin multigrille, ça va être très vite au début. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va simuler les 4 coins de la grille. Ensuite, il va prendre les points au milieu. Il va simuler cela. Et ensuite, à chaque fois, il va trouver la grille plus petite. Et donc à la fin, là, ce qu'on voit, c'est qu'il remplit la dernière grille. Donc ça a l'air aléatoire, mais c'est pas du tout aléatoire. C'est-à-dire les débuts sont par grille. Et le quatrième chemin que je vais vous proposer, c'est que tous les chemins viennent par rond. C'est une expression qui veut dire qu'en fait, tous les chemins s'équivalent. Ils sont tous la même chose, il n'y a pas de différence.
Alors, on va juste faire un vote à main levée. Qui veut voter pour le chemin aléatoire? 5 pour le chemin aléatoire. Le chemin unilatéral. Qui aime bien le chemin unilatéral? Une vote, yes. Le chemin multigrille? 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, la majorité. Ok, ah non, pardon, tous les chemins mènent à Rome. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai l'auteur de mon papier. Il est comme moi là. Bon, en réalité, c'est un peu malhonnête la question que je vous pose, parce que comment est-ce que vous voulez savoir? En dehors de choisir celui qui a le nom qui est le plus stylé, ce qu'on pourrait faire, mais c'est pas tout à fait de la recherche. En fait, pour comprendre quel est le meilleur chemin, on va devoir revenir un peu en arrière et revoir dans SGS comment est-ce que ça marche. Et en fait, pour être précis, SGS a besoin de tous les points. Il a besoin de prendre tous les voisins en compte dans sa simulation. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le temps, là on voit le temps que ça prend pour simuler un pixel, et ça c'est l'ordre dans lequel les points sont simulés. On voit que le temps augmente. Au fur et à mesure que la simulation augmente, on voit que le nombre de voisins est de plus en plus grand. Et en fait, pour ceux qui avaient suivi tout à l'heure, l'inversion de la matrice prend de plus en plus de temps. Donc le temps augmente. Donc ce qui est fait en fait généralement pour SGS, c'est d'utiliser un voisinage partiel, local neighborhood, et en fait il prend que, et voilà, c'est très rapide, donc pas de temps de finir. En fait, en prenant que, là j'ai mis 4 voisins, la matrice à inverser est toute petite et ça prend quasiment pas de temps. Par contre, en faisant ça, donc ça gagne du temps, mais on ajoute des petites erreurs. Alors, est-ce que vous arrivez à voir l'erreur qu'il y a? Donc ça serait celui qui est vrai parce qu'il a tout pris, et lui, il a des petites erreurs. Est-ce que vous arrivez à voir les pixels où il y a des erreurs? C'est difficile, sans doute. C'est déjà mieux. Est-ce que vous arrivez à voir les pixels qui sont pas les mêmes à droite et à gauche? Là au milieu, dans le très sombre à droite. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Alors moi, j'en ai que trouvé un, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Là, si on regarde bien celui-ci, là, oui, on voit qu'il a une valeur un petit peu différente. Bah, c'est surtout qu'il a la même valeur que ses voisins, alors que là, il a une valeur différente. Alors vous allez me dire, enfin, Raphaël, là, t'exagères, ce genre de truc, qui s'en fout, quoi. Alors moi, je vais vous montrer sur notre schéma de tout à l'heure. Là, ça, c'est le vrai champ, donc avec les vraies valeurs. Et tous les voisins, là, j'ai simulé avec tous les voisins. Maintenant, si je simule avec juste 10 voisins, voilà à quoi ça ressemble. Et là, je pense que vous voyez, évidemment, ça va influencer. Quoi. Quand on imagine l'écoulement qui passait dans la zone ici, bah là, d'un coup, c'est déjà plus compliqué. Quoi. Il doit faire un peu de zigzag. Alors, et en utilisant 50 voisins, on commence à être bon, mais bon, c'est toujours pas terrible. Alors, ok, maintenant, on a tous vu que, effectivement, le nombre de voisins qu'on utilise dans SGS va influencer la qualité de la simulation. Mais avec ça, on n'avance pas beaucoup sur notre question sur le chemin. Alors, le même test ici, en testant pour les 3 chemins qu'on a parlé. Et donc là, on va prendre la référence que vous voyez ici. Chaque chemin a une référence différente, donc il faudra toujours comparer vis-à-vis de ça. Et ce qu'on va faire défiler en bas, c'est différentes réalisations avec un nombre de voisins différents. Donc on va commencer avec 4 voisins. Et là, je suis désolé pour le chemin unilatéral, mais vraiment pas terrible, quoi. Il ne fait pas un très bon travail. Et là, on voit les artefacts. Alors, on appelle les artefacts, en fait, c'est des erreurs de simulation qui sont générées. Même pour 8 voisins, on voit qu'il n'y a qu'une structure horizontale qui est créée et rien de vertical. Donc, de nouveau, ça doit reproduire ici. Celui-ci doit reproduire ça et celui-ci doit reproduire ça. Et là, on voit déjà que l'aléatoire crée des ruptures là, entre les on voit des ruptures qui apparaissent, alors que le multigris est un peu mieux. Sur le 8, je trouve que ça se voit encore mieux, où là, on voit quasiment plus de ruptures dans le multigris, alors que le chemin aléatoire a toujours des ruptures. Et comme ça, on va pouvoir augmenter le nombre de voisins et voir l'évolution. On voit que ça s'améliore au fur et à mesure, même si l'unilatéral reste assez mauvais, mais là, il commence à avoir les structures verticales qui apparaissent, alors que le multigris, ça devient très proche de la référence. Alors on peut aller jusqu'à 50 voisins, où on voit, vous allez me dire, presque plus de différence. En réalité, on ne voit pas de différence à l'œil nu, mais si on faisait la différence entre les deux, on verrait que l'ordre ou le ratio entre ces deux-là et puis ces deux-là reste le même pour le nombre de voisins. Donc finalement, oui, ça ne se voit plus, mais il y a toujours la même quantité d'erreurs. Donc pour ceux qui avaient voté pour multigris, c'est mon opinion que le meilleur chemin, c'est le chemin multigris.
Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors c'est pas super simple, alors je vais essayer de le faire avec ça. Qui connaît la règle du 3, 4, 5 ? Alors, j'ai un monsieur là-bas qui connaît. Alors si je vous mets ça, qui arrive à voir ? C'est Pythagore, effectivement, pour ceux qui ont trouvé. C'est en fait une règle qu'on utilise quand on pose du carrelage pour savoir l'angle droit. Parce que tracer un angle droit, c'est pas toujours facile. Et en fait, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que quand j'étais plus petit, on posait du carrelage avec mon père, et ce qu'il fallait faire toujours quand on commençait, c'était de regarder où est-ce qu'on allait arriver à la fin. Et on traçait déjà les traits au sol, ou alors on posait même le carreau, déjà le dernier carreau, pour voir où est-ce qu'on devait arriver, parce que si le mur n'était pas très droit, ce qui pouvait arriver, c'est que certains ont mal fait leur travail, et quand on commence à poser notre carrelage comme ça, et ben on se retrouve avec des problèmes. Donc c'était toujours important, ou même dans l'autre sens, si on pose le carrelage comme ça, mais au fur et à mesure, notre carrelage à la fin, là, il est pas bien mis. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je crois qu'il y a un lien, une autre façon de le faire. C'est si on ne faisait pas ça, on poserait un carreau l'un après l'autre. C'est un peu comme le chemin unilatéral. Et en fait, on le pose l'un après l'autre, mais on prend en compte que le carreau d'avant. Donc la moindre petite erreur qu'on va mettre à un moment, eh ben, elle va avoir des effets assez dramatiques sur la fin. Et donc l'idée, c'est dès le début, on veut déjà savoir où est-ce qu'on va aller, poser les grandes structures pour qu'après, on peut juste remplir ce qu'il y a au milieu. Donc pour les experts qui sont en train de s'inquiéter de qu'est-ce que j'ai pu raconter dans mon papier, je n'ai pas donné cette explication qui n'est pas tout à fait correcte, pour être précis, mais qui donne un peu l'idée générale. Je vais essayer de vous expliquer plus techniquement en fait pourquoi est-ce que je pense que le multigris est bien. En fait, d'abord, il commence par simuler les structures à large échelle. Et les points sont tellement loin les uns des autres qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire le range, la distance de covariance est suffisamment grande de telle manière à ce que les points soient simulés indépendamment, sans erreur. Et donc à ce moment-là, on est déjà sûr que les grandes structures sont mises sans erreur. Deuxièmement, quand on avance dans la simulation, on s'assure avec un chemin multigris que les voisins ignorés, qui sont ceux-là par exemple, qui eux devraient être inclus, en fait c'est à cause de leur ignorance qu'il y a des erreurs, et ben on peut s'assurer que ces points-là soient le plus éloignés possible à la fois de ceux-là et des autres voisins, en ayant ce chemin de multigris. Donc on minimise en fait la perte d'informations en maximisant les distances entre les points. Et finalement, le troisième point, c'est que le chemin multigris aussi minimise l'effet de biais cumulatif, et en fait ça c'est l'exemple des carreaux je crois, c'est que en fait si on simule des points avec un peu d'erreur, et ensuite ces points sont utilisés comme voisins par la suite, et ben ils vont amplifier l'erreur. C'est ce qu'on voyait dans le chemin unilatéral de tout à l'heure, et ben ça a créé des petites erreurs, et en fait les erreurs augmentaient de plus en plus. Et c'est dans la gamme de valeurs qui est possible. Parce qu'on a quand même une information, on sait que le débit qu'on aura sera dans une certaine gamme de valeurs. Mais on a besoin de beaucoup de réalisations. Donc en fait, SGS est rarement utilisé pour juste générer une réalisation. Souvent, on a besoin de plusieurs. Là, par exemple, voilà, on va en faire 3. Et la façon dont SGS opère normalement, c'est qu'il va en faire une. Et on va devoir attendre qu'il finisse. Je vous fais attendre pour bien comprendre le fait qu'en fait, c'est lent. Okay, donc vous voyez qu'à chaque fois, il en fait une. Il faut attendre jusqu'à ce qu'il ait fini avant de pouvoir faire la suivante. Donc, en fait, en générer 3, c'est lent. N'est-ce pas ? Et donc, il y a une méthode qui existe. Et donc, moi, j'ai fait mon étude là-dessus pour savoir est-ce que c'était une bonne méthode ou pas. Et cette méthode, elle s'appelle le chemin constant. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va simuler toutes les réalisations en même temps. Et ce qui se passe en réalisation, elle va utiliser le même chemin de simulation sur toutes les grilles en même temps. Et ce que ça va faire, c'est que les voisins qu'il a autour seront toujours les mêmes. Vous voyez ? On a toujours les mêmes voisins. Et que donc, les poids de crigeage qu'on avait vus, les poids de la pondération, de la moyenne de pondération qu'on avait vus, vont être les mêmes pour toutes les réalisations. Attention, quand on avait vu la courbe, la façon dont on va choisir le point dans la courbe va être différente pour chacune des réalisations. Donc ça va toujours générer une réalisation différente. Par contre, le calcul des poids va être le même. Donc ce que ça fait, c'est qu'on peut calculer juste pour une réalisation et transmettre les poids tout de suite aux autres, et ça sauve beaucoup de temps de calcul. Même énormément de temps de calcul pour être honnête.
Par contre, il y avait un petit doute pour savoir est-ce qu'on incluait du biais? Est-ce qu'en faisant ça, en fait, on faisait que les simulations se ressemblaient trop? Alors la réponse rapide, c'est oui, mais tellement faible qu'on s'en fout. Et on s'en fout parce que, en fait, le temps de calcul qu'on a gagné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le nombre de voisins à prendre. Et comme on a vu tout à l'heure, plus on a de voisins, mieux c'est. Donc ce qu'on a mieux à faire, c'est de prendre un truc, beaucoup de voisins, faire toutes les réalisations avec un chemin constant, plutôt que d'utiliser un plus petit voisinage et d'utiliser un chemin différent à chaque fois. Voilà, donc ça c'était mon deuxième papier. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. En gros, sur ces deux premiers papiers, sur ces deux premiers projets que j'ai faits, c'était plutôt des analyses statistiques, mathématiques en fait, sur cette méthode, essayer de l'améliorer, de mieux comprendre comment il marchait et comment ça fonctionnait. Maintenant on a vu ça, on va finir avec la quatrième partie, qui est en fait la deuxième partie de ma thèse, où on va revenir sur notre problème initial, qui était donc l'estimation d'images de cas, et de voir comment est-ce qu'on peut inclure cette troisième type d'information que je vous ai parlé depuis le début. Et en fait, on va modifier SGS, comment SGS marchait, pour inclure cette troisième type d'information. Donc juste pour vous rappeler le problème, on a ce champ qu'on ne connaît pas, avec notre joli point d'interrogation. Ah non, pas encore. Et on a creusé un puits, donc on connaît les informations ici, mais quand on génère avec SGS, on a plein de variabilités. Tellement de variabilités que si on regarde la moyenne des champs, c'est ce qu'on avait parlé d'estimation, on voit très bien que cette zone-là, en fait, on n'a aucune information. Et donc la question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut ajouter des types d'informations pour ajouter de l'information aux endroits où on n'a pas de puits. Alors bien sûr, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'autres puits? En fait, les puits, c'est assez cher à faire. Des fois, cette distance-là, des fois, elle peut être très courte. Donc, il faudrait mettre des puits tous les 10 mètres. Et ça, c'est pas trop possible. Donc, on a besoin d'autres choses. Peut-être certains d'entre vous se posent la question, ensuite de la présentation, mais qu'est-ce que je fais dans ce groupe de géophysique à l'université? Jusqu'à maintenant, je ne faisais que présenter des méthodes plutôt ce qu'on appelle géostatistiques. Alors, qu'est-ce que je fais bien là-bas? L'idée, elle vient d'utiliser les données de type géophysique, donc les propriétés physiques du sol, pour essayer d'améliorer la génération de ces images de cas. Alors par exemple, je vais vous montrer, hydrogéophysique, c'est ça le terme précis de ce que je fais, si vous voulez mémoriser. Donc on a notre champ de conductivité hydraulique, et si on regardait la conductivité électrique, donc en fait ça c'est une propriété géophysique, qui, comme la conductivité hydraulique, mesure l'aptitude au sol à laisser passer non pas de l'eau, mais un courant électrique. Je vous ai juste mis une autre gamme de couleurs. Donc les valeurs jaunes, c'est des valeurs faibles, les valeurs rouges, c'est des valeurs fortes. Et donc, quand on regarde... Ce qu'on peut faire, en fait, c'est regarder ces deux champs et on voit que les structures sont à peu près les mêmes, avec des valeurs faibles ici, valeurs fortes, et là, des valeurs plus faibles là et là. Et donc, comme on les met, si on prend chaque pixel l'un après l'autre, sur chaque image, on les prend ensemble, on les met sur une figure l'un envers l'autre, on arrive à ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est, on voit pas beaucoup, mais plus c'est blanc, plus il y a de points qui ont cette combinaison de couleurs, qui ont la combinaison de couleurs de cette couleur et cette couleur, si on prend les deux comme ça, il y en aura beaucoup là et pas beaucoup là. Mais ce que ça nous donne comme information, un petit peu visible, c'est qu'il y a une sorte de relation qui existe. Et cette relation-là, c'est avec cette relation-là qu'on va essayer de travailler pour essayer d'informer, à partir de la conductivité électrique, les simulations de conductivité hydraulique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais comment tu fais pour connaître ce truc? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu ne pouvais pas savoir, comment est-ce que tu fais pour celui-ci? En fait, l'avantage qu'on a d'utiliser ces méthodes, d'utiliser la conductivité électrique, c'est qu'on a des méthodes indirectes pour le mesurer. Donc les mesures directes, ça veut dire qu'on va prendre directement le sol et on va le tester. Les mesures indirectes, c'est qu'on peut le faire à distance. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut mesurer cette conductivité électrique à distance. Voilà, donc on va zoomer sur ce petit carré avec Joe. Et donc ce qu'il va faire, voilà, on a zoomé, et ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va planter des électrodes dans le sol. Voilà, une électrode là, il va mettre du courant entre ces deux électrodes, et ça va générer un courant électrique dans le sol. Et comme vous voyez, avec les zones plus résistives ici, le courant est affecté et il est modifié par rapport à des zones moins résistives. Donc la résistivité du sol va influencer le champ, et en retour, on peut en fait mesurer avec un voltmètre le potentiel entre les deux.
si vous voulez, ce montage, c'est le même que vous faites au collège quand vous voulez tester une résistance. Vous mettez un courant électrique sur la résistance, et puis après, avec un voltmètre, vous mesurez la résistance, la valeur de la résistance. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais venir, et je vais noter sur mon truc la position des électrodes. Voilà, la position, par exemple, en mètres, égale, et puis la valeur qui aura été mesurée par le voltmètre. Ensuite, Joe va déplacer, s'il veut bien déplacer, voilà, ses électrodes, et puis on va refaire la mesure. Il va faire comme ça avec plein de positions d'électrodes différentes. En réalité, pour vous rassurer, on ne déplace pas à chaque fois les électrodes, on en plante juste beaucoup, et après on change juste l'ordre dans lequel le courant émis est mesuré. Et donc ce qu'on va avoir, c'est ces données-là. Donc pour chaque combinaison d'électrodes, on va avoir une valeur de résistance. En fait, cette valeur de résistance, c'est plus ou moins la résistance moyenne sur toute la zone où le courant circule. Donc je résume. On essaye de savoir comment calculer cette conductivité électrique, qui évidemment n'est pas connue. Avec Joe, on va pouvoir mesurer, et moi aussi d'ailleurs, on va pouvoir mesurer ces valeurs à la surface, et ensuite on va devoir se mettre sur l'ordinateur, faire un truc qui s'appelle une inversion. C'est un mot super technique, mais c'est en fait, on va essayer de générer des valeurs de conductivité électrique, donc on va appeler ça des conductivités inversées, de telle manière à ce que si on simule des champs de courant électrique dedans, on va observer les mêmes données que là. Donc en fait, le modèle direct, ça va être le modèle à partir des paramètres vers les données, et le modèle inverse, c'est à partir des données vers ce qu'on appelle les paramètres. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'en réalité, on ne peut pas connaître ça. Par contre, on peut avoir ça assez facilement pour quelque chose de pas trop cher. Et comme vous voyez là-dessus, en fait, on a les zones qui sont... Voilà. On peut voir que les zones sont bien respectées là. Là, par exemple, les zones faibles ici. Mais c'est tout plus lissé. Tout est plus lissé. Mais ça nous donne quand même de l'information. Et donc, on va pouvoir utiliser cette information-là dans SGS pour voir comment est-ce qu'on peut modifier SGS pour prendre en compte cette information. Voilà, on commence tout de suite. Alors, il va fonctionner de la même manière. Voilà, ça arrête. Il va fonctionner de la même manière que SGS tout à l'heure. Il va simuler un point l'un après l'autre dans la grille. Cette slide-là, voilà. Il va prendre un point l'un après l'autre, il va l'estimer, il va mettre à jour la valeur dans la grille, et il va passer au suivant. Donc, un peu comme SGS. Donc il va prendre les voisins. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris beaucoup de voisins parce qu'on a vu que c'était mieux de faire beaucoup de voisins. Vous avez vu que j'ai fait aussi un chemin multigrille parce que maintenant, on a appris que le chemin multigrille, c'est le meilleur des chemins. On fait la courbe comme on avait vu tout à l'heure avec toutes les valeurs. Vous voyez, là, j'ai beaucoup plus de voisins maintenant et la courbe de probabilité est là. Mais cette fois-ci, au lieu de simuler une valeur là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le point sur la grille de la conductivité électrique qu'on avait. On va prendre cette valeur-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans notre fonction qu'on avait vue tout à l'heure. Vous vous souvenez cette figure un peu bizarre qui nous donne en fait la combinaison des deux valeurs. Et donc on va prendre cette valeur-là et on va faire c'est un peu comme il faut imaginer un peu une montagne comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupe dedans. On va prendre cette coupe et alors ça va nous donner une courbe comme ça qu'on va mettre en fait sur cette figure. Et cette courbe, c'est une courbe de probabilité qu'on voit là, qui vient d'apparaître ici. Et ça, c'est la courbe de probabilité de notre modèle SGS standard. Et ça, c'est l'information, donc la probabilité des valeurs à ce point-là, connaissant la valeur de conductivité électrique. Et donc maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on combine ces deux probabilités. Alors, pour être honnête, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est pas mon travail, c'est le travail d'autres personnes. Et c'est là où... mais qu'est-ce qu'il a fait finalement? Alors, ce qu'il a fait, c'était de savoir comment est-ce qu'on combine ces deux courbes de manière optimale. Donc là, je vous ai montré... ouais, ça c'est déjà ma méthode implémentée. Donc, en fait, c'est juste mettre... Alors, c'est pas grave si vous ne comprenez pas. L'idée, c'est de combiner ces deux probabilités ensemble. Pour ceux qui veulent comprendre, en fait, je leur assigne un poids, donc une valeur qui va modifier la courbe à chacun les deux probabilités avant de les combiner ensemble. Et ce poids-là, en fait, l'astuce qu'on a trouvée, c'était de faire varier ces poids au cours de la simulation. Pour ceux qui veulent tout savoir sur le contenu de notre papier. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend les informations de SGS standard, on combine avec les données de conductivité électrique, on a deux courbes de probabilité, on les combine ensemble, et finalement, on va échantillonner dedans. Donc là, on ne voit pas bien, mais c'est effectivement sur la courbe rouge, qui est la courbe, en fait, de orange c'est celui-ci, noir c'est celui-ci, et on les combine ensemble. Désolé, les couleurs ne sont pas très bien choisies, mais
voyez l'idée. Alors, on va essayer de comparer maintenant l'intérêt d'utiliser BSS à SGS. Donc ça, je vous ai montré le champ vrai, celui qu'on ne connaît pas. Et puis là, voilà 4 réalisations que j'ai fait avec SGS. Donc on a juste un puits, c'est la seule information qu'on a, et puis la structure spatiale. Et avec BSS, on a ça. Alors est-ce que vous arrivez à voir l'amélioration ou pas? J'ai fait ces trucs hier soir, et moi personnellement, je ne les ai pas vus jusqu'au moment où j'ai fait la moyenne entre les deux. Et quand on fait la moyenne, je vais éteindre la lumière juste pour celui-ci, pour que vous puissiez bien voir les variations. Vous vous souvenez comment pendant toute la présentation, je vous ai dit, ben là, on n'a que les valeurs moyennes tout le temps, et bien là, d'un coup, il y a des patchs qui apparaissent. Et ces patchs-là correspondent exactement à ce qu'on a là. Là, celui-ci, ici, des valeurs assez faibles ici. Donc vous voyez qu'avec BSS, eh bien, on a amélioré nos réalisations en moyenne. Après, chaque réalisation a bien sûr une variabilité propre à elle. Alors maintenant qu'on a vu qu'on a amélioré d'un point de vue visuel, est-ce que ça améliore vraiment les résultats pour Joe? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris notre champ vrai et puis on a fait un écoulement dedans. Comme ça on peut voir une fois qu'est-ce qui se passait si jamais ça c'était notre champ vrai, à quoi ça ressemblerait le débit qu'on a en sortie. Donc ça c'est ce que j'appelle le champ vrai en bleu là, qui est en réalité inconnu, donc on ne connaît pas. Par contre, voilà ce qu'on va observer comme débit sur un puits vertical dans le sol. Aux différentes hauteurs du sol, on va voir par exemple à cette hauteur-là, il y aura beaucoup d'eau qui va sortir, donc c'est le débit. J'ai mis des unités mais pas de valeur, mais c'est pas grave. Donc l'estimation de SGS que je vous ai parlé tout à l'heure, avec juste conditionné au puits et puis là il n'y a rien, bah, vous voyez que ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, si on utilise une estimation, en fait il va tout lisser. Et donc en lissant, en fait, il va donner un débit un peu constant tout au long du profil. Et ça ne va pas nous donner vraiment beaucoup d'informations sur où est-ce qu'il faudrait creuser, jusqu'à quelle profondeur, etc. etc. Avec SGS, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai généré 50 champs de SGS, bien sûr avec un chemin constant, pour que ce soit rapide. Et pour chacun de ces champs, je les ai envoyés dans le modèle hydrologie. Et puis j'ai regardé la réponse qu'il y avait en sortie, la courbe qu'il y avait en sortie. Et sur ces courbes-là, sur ces 50 courbes, chacune correspondant à une autre réalisation, j'ai fait la moyenne. Et ce que vous voyez dans cette couleur, qu'on ne voit pas trop, qui est censée être une couleur rouge, vous voyez le résultat. Donc en fait, ce que ça fait, c'est un peu comme la moyenne générale, avec juste quelques courbes des fois. Et ces courbes-là, c'est probablement lié en fait, à cette valeur de puits qu'on a là. Donc là, on voit que l'eau va quand même circuler assez vite. Donc ça va quand même entraîner, et on va quand même avoir un peu d'informations. Alors maintenant, ce que tout le monde attend, à quoi ça va ressembler BSS? Suspense. Et voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ma joie, c'est de voir que BSS en fait, arrive à améliorer par rapport à SGS, arrive à améliorer la reproduction du débit. Alors bien sûr c'est des moyennes, donc c'est pour ça qu'on ne reproduit pas toute l'information, mais on voit que BSS a été capable de prendre cette information spatialisée, la rajouter, et ça apporte de l'information en plus. Donc vous imaginez à la place de Joe qui veut savoir à quelle profondeur il doit creuser son puits, et bien avec BSS on a pu améliorer en lui disant écoute il n'y a pas besoin de creuser très profondément. Et en plus il aurait eu ça, alors qu'avec SGS il aurait dû creuser jusque là. Et il aurait pensé qu'il aurait dû creuser jusque-là, et il aurait perdu tout ça pour rien. Ok, donc voilà ce à quoi sert BSS, comment on peut améliorer SGS en utilisant BSS, et comment l'importance de bien connaître l'image de conductivité hydraulique. Pardon. Je vais finir encore cette partie avec cette dernière slide, qui est en fait un deuxième projet que j'ai fait, qui visait en fait... qu'on a fait, il faudrait que je dise à chaque fois, mais elle visait à revisiter en fait, le lien qu'il y a entre la conductivité électrique vraie et celle qui a été inversée, celle qu'on a comme donnée dans BSS. Donc on a essayé de mieux regarder. Voilà, on a essayé de mieux regarder le lien entre ces deux trucs. Et en connaissant mieux ce lien, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de considérer la valeur de conductivité électrique à part et de faire deux courbes de probabilité, ce qu'on a proposé, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ce point-là comme étant un autre voisin? Donc au lieu d'être un voisin sur ici, en fait c'est comme la même chose qu'un autre voisin là. Donc on va lui donner aussi un poids de trigeage et puis il va donner un poids dans la pondération, pardon, et on va le mettre dans la même matrice que tout à l'heure avec une covariance et tout ça, et on va pouvoir le mettre ensemble dans la même covariance et calculer en fait son influence.
non seulement ce point-là, mais en fait tous les points. Alors là, je vous en ai juste mis quelques-uns, mais en fait, il va utiliser toute l'image ici en combinaison avec tous les points là. Et donc cette méthode, je ne vais pas insister plus là-dessus, qu'est-ce qu'il faut dire, que les résultats sont plutôt bons. On observe quand même des légères erreurs pour reproduire exactement ce qu'on observe là, mais on arrive à reproduire encore à un niveau meilleur le champ de conductivité hydraulique. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Voilà, donc je vais juste essayer de vous rappeler pour ceux qui sont perdus en cours de route. On a commencé en voyant les problèmes de Joe dans cette vidéo, et ce qu'on a vu, c'est que en fait, pour répondre à ces problèmes de savoir combien d'eau il a besoin, eh ben, il a besoin d'un modèle. Et c'est un modèle d'écoulement qui décrit comment l'eau se transporte dans le sol. Et pour connaître ce modèle, on a besoin d'une image de conductivité hydraulique. Et donc moi, j'ai travaillé à essayer d'améliorer ces images de conductivité hydraulique qu'on peut donner pour générer ces modèles. Donc on a vu une méthode classique, la méthode de base SGS. On a vu comment on peut l'améliorer avec des petits tricks. Et puis finalement, une adaptation de la SGS en DSS pour prendre en compte la troisième type d'information qui était une information géophysique. Alors je voulais finir encore en vous donnant quelques perspectives sur la suite de ce que je vais faire et le lien aussi avec avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En fait, le travail que je vais commencer à partir de janvier, c'est d'utiliser les radars météo partout en Europe pour en fait quantifier la migration ou la quantité d'oiseaux qui sont en train de voler en l'air. Et donc de produire en fait des cartes, un peu comme les cartes de conductivité de cas, mais des cartes cette fois-ci de nombre d'oiseaux en l'air. Donc ça c'est beaucoup d'oiseaux quand c'est clair, et plus ça devient foncé, moins il y a d'oiseaux. Et ce qu'on s'intéresse, c'est pas seulement à un moment donné, mais selon le temps, à toutes les échelles de temps. Parce qu'en fait, ces radars, ils mesurent toutes les 15 minutes. Donc on va utiliser toutes ces données pour générer ces cartes. La façon dont ça marche, ces radars, c'est qu'ils envoient en fait une onde électromagnétique dans l'air, sur la pluie, et puis ils regardent le faisceau qui arrive. Donc là, vous voyez la quantité qui émet, qui voyage, et puis après, je me décale, qui va arriver de nouveau ici. Donc il sait combien il émet, il sait combien il mesure en réponse, et en connaissant la distance, la durée entre les deux, il sait la distance de l'oiseau, et en connaissant la différence de hauteur, il sait le nombre d'oiseaux qu'il y a. Donc ce qu'on arrive comme problème, en fait, c'est, on a ce problème de radar partout, et en fait on a ces séries temporelles où à chaque lieu de radar, on a un nombre d'oiseaux pour chaque pas de temps, ou chaque 15 minutes. Alors la raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est parce que moi je trouve que ça ressemble un peu à comme les puits qu'on avait tout à l'heure. Simplement là on a plein de puits et puis on voit l'image en 3D. La troisième dimension en fait cette fois-ci c'est le temps. Et le but c'est de faire ça. Alors pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, vous allez comprendre qu'en fait, pourquoi pas utiliser SGS. Et c'est exactement ce que je vais faire, c'est d'utiliser SGS pour générer ces cartes. Alors je vais vous montrer rapidement une petite animation qu'on s'est amusé à faire. Qui montre les résultats voilà, sur un site web. Donc là, on voit la variation de la densité. Donc, vous voyez beaucoup d'oiseaux qui migrent ici. Puis là, c'est pendant la journée, donc on regarde que la migration pendant la nuit. Alors, ça, c'est toute la journée, il n'y a plus rien. Alors, au début de la journée, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, et d'un coup, il y en a beaucoup là. Et puis, on peut voir l'évolution comme ça. En fait, on peut faire plein de calculs après dessus. Je ne vais pas vous embêter, mais un truc qui est assez chouette, que moi j'aime bien faire, c'est après de zoomer précisément. Voilà. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est aller récupérer un endroit, par exemple Lausanne. Et puis là, je vous donne en fait la série temporelle de la densité d'oiseaux. La force d'utiliser la méthode de SGS, c'est que non seulement ça nous donne une valeur, mais ça nous donne aussi l'incertitude qu'il y a. Et cette incertitude, en fait, est très importante, comme vous pouvez le voir, mais ça donne aussi beaucoup d'informations de savoir quelle est l'incertitude de l'oiseau. Et donc, on a pu quantifier comme ça que pendant la nuit, on arrivait à un moment à plus de 6 millions d'oiseaux qui volaient en même temps sur toute la zone d'étude. Pour vous donner une idée.
Donc voilà, et en plus, ce que je vais faire par la suite, c'est regarder en plus, on peut faire la même chose pour les vitesses d'oiseaux. En fait, les radars peuvent aussi connaître les vitesses d'oiseaux. Ce que vous allez voir apparaître, c'est les champs de vitesse avec l'amplitude du vecteur donne l'intensité de la migration, la vitesse à laquelle les oiseaux volent, et puis la direction donne la direction de l'oiseau. Donc en connaissant tout ça, en fait, je vais essayer de m'amuser avec ces données, enfin je vais essayer de travailler avec ces données pour essayer de donner encore plus, essayer d'améliorer les modèles d'oiseaux. Donc voilà, avec ça j'ai fini ma présentation. Je vais en profiter pour aussi remercier mes superviseurs et puis les personnes qui ont participé aussi au projet. J'ai mis à chaque fois des projets associés. Voilà, un grand merci, sans eux, tout ce travail ne serait pas possible. Et je disais je, mais en réalité c'est nous. Donc merci à eux. Et puis merci aussi aux autres personnes qui ne sont pas mentionnées là-dessus, mais qui ont été très importants. Je pense au groupe de géophysique aussi. Voilà. Merci à tout le monde. Merci pour cette présentation. J'ouvre maintenant la discussion. Donc, tout d'abord, ça va être le professeur Marietto qui va présenter ses commentaires et questions. C'est très mathématique, géophysique, et qui au fait a utilisé ça pour faire plein d'autres choses, donc du cinéma, des super présentations, des oiseaux, d'autres choses. Et puis je salue parce que je trouve que c'est le mieux qu'on peut faire d'une thèse, c'est apprendre autre chose que juste ce qu'on a commencé les derniers, et puis apprendre plein de choses, puis se développer. C'est vraiment ce que j'ai vu. Donc vraiment bravo, je trouve ça super. Pour ouais, bon, j'ai déjà dit tout bien que je pense de toi à la soutenance privée, ben, je peux en dire plus encore. Que t'as vraiment, pour moi, t'as apporté vraiment des choses dans l'interaction de tous les jours, participants, groupes de recherche, ont vraiment apporté quelque chose. Et puis j'ai beaucoup appris de toi aussi. Je te remercie pour ça. J'ai une question par rapport à ta préoccupation ici quand même, à laquelle je crois que tu ne t'attendais pas. C'est une question sur la loi de Darcy. Okay. Dans ta slide sur la loi de Darcy, et là je t'embête, ce que tu dis, c'est que la différence de charge, l'échange, la différence de hauteur entre les deux tuyaux, là, les deux pésomètres, elle change quand tu changes le milieu pour le milieu. L'argile en terre, en sable, ce que tu veux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc ce qu'on sait, c'est qu'en sortie, la aide doit être là, et en entrée, il est là. Donc sur l'ensemble du truc, il doit y avoir une courbe comme ça qui doit changer au fur et à mesure. Ouais. Si le tuyau était là, il serait à 0 tout le temps. Ouais. Si tu bouges le tuyau, oui. Est-ce que tu changes au même setting, tu changes le milieu dedans. Pour du sable, et ben moi je m'attendrais à ce qu'il y ait un gradient de pression qui varie. Donc je m'imaginais que s'il y a beaucoup de... Alors, si l'eau passe très rapidement, j'imagine que le gradient de pression... Peut-être j'ai tort, hein. Non, parce que la pression est zéro. La pression est zéro là, mais la question c'est de savoir est-ce que la courbe fait une courbe comme ça, est-ce qu'elle fait une courbe comme ça, est-ce qu'elle est linéaire et est-ce qu'elle ne bouge pas en fait. c'est linéaire. Et elle est linéaire. Toujours. Si le milieu est homogène. Si l'homogène est linéaire. Ok. Donc, Parce que le volume est constant en fait à travers, et donc pour avoir un flux constant, tu dois avoir à partir du même type de matériau, effectivement, tu dois avoir la ligne droite, tu dois faire un truc comme ça. ouais, si c'est homogène. Petit détail d'hydrogéologie. Ouais, non mais tu m'as commencé là. Je suis content d'avoir pu te commencer parce que d'habitude c'est dans l'autre sens. Donc, ouais. Très bien. Tu sais que j'y avais pensé en plus, mais après je suis pas revenu dessus, mais ouais. Ouais. Donc c'est que ça fait plus de géophysique que d'hydrogéologie à la fin. On dirait. L'autre question que je voulais te poser, mais tu as répondu un petit peu à la fin quand même, c'est tout ce que tu as appris sur ces modèles géostatistiques, en t'éloignant toujours de la géophysique, un petit peu, enfin, en restant pas toujours dedans, ça veut dire que tu peux les utiliser pour plein de choses, ces modèles géostatistiques que tu fais. Et c'est peut-être ça la force de ce que tu as fait, c'est pas seulement l'application pour
pour mieux imager la perméabilité ou la conductivité hydraulique. C'est aussi pouvoir avoir une méthode qui est fondamentalement nouvelle, qui permet de prendre plusieurs données, de les mettre ensemble, de faire ces champs gaussiens. Et puis, tu as dit à la fin que tu peux l'appliquer aux oiseaux, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Je pense que c'est vraiment une contribution dans ce sens, où, on ne sait pas, dans 10 ans, 50 ans, les gens pourront utiliser ce que tu as fait dans plein d'applications, que ce soit en sciences des matériaux, ou je sais pas. Oui, tout à fait. C'est ce que je peux rajouter, c'est un des projets qu'on avait vis-à-vis de ces données d'oiseaux. On a les densités d'oiseaux, et puis en fait, en collaboration, à part, on a aussi des données d'observateurs sur le terrain. Enfin, pour ceux qui me connaissent, je vais prendre pas mal d'observations sur le terrain d'oiseaux, et je les donne à un centre central, d'ailleurs à l'endroit où je vais travailler. Et l'idée, c'est de peut-être voir comment est-ce que ces deux données, on peut les combiner ensemble. Donc à nouveau, la même idée, c'est que on est dans un âge où il y a beaucoup de données diversifiées avec des échelles d'incertitude différentes, et arriver à les combiner, c'est pas du tout quelque chose d'évident, et ça demande des méthodes assez poussées. Alors c'est tout pour mes questions, merci beaucoup. Merci. Très bien, je passe maintenant la parole au directeur de thèse, Klaus Rolling. Oui, alors je joins à Grégoire à tous ces compléments qu'il a fait sur ta thèse. Pour moi, c'est une magnifique présentation, surtout du point de vue didactique, qui conclut un doctorat qui, pour moi, est exceptionnel. Alors, comme tous les bons scientifiques, tu as réalisé tout du début que ton projet proposé avait un défaut, et tu t'es jeté sur quelque chose d'autre. Et alors, ça a vraiment, comme tu nous as démontré, ça a vraiment mené à quelque chose. Tu as fait ça avec beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de rigueur et surtout aussi beaucoup d'indépendance. Avec ça, tu as créé pas seulement les bases pour un excellent doctorat dans les sciences de la Terre, ce que tu as, je pense, abouti maintenant, mais également aussi pour ton avenir scientifique comme ornologue quantitatif. Pouvoir vivre de sa passion est probablement le moyen le plus évident pour mener une vie heureuse et épanouie, et malheureusement très peu de personnes y parviennent. Mais toi, tu as des très belles chances de le faire. Dans ce sens, je te souhaite tout le mieux pour la suite et je te remercie pour les 4-5 places. Merci beaucoup. Si je peux rajouter, c'est grâce à la flexibilité que tu m'as octroyée que j'ai pu explorer, et je crois que le succès est pas que mien, mais tien et vôtre. Merci à vous. J'aimerais bien ouvrir au public la chance de poser des questions ou de faire des commentaires. Monsieur ? J'ai vu que dans un des tout derniers visuels, tu as montré un champ de vecteurs d'intensité de migration des oiseaux. Et on ne se refait pas, donc ça m'a fait penser à des modèles de migration des polluants atmosphériques. Est-ce que tu as pensé à une corrélation du type intensité de migration et champ de vent ? Qu'il faut dire. Peut-être une spécificité du modèle, c'est habituellement les gens, ce qu'ils font quand ils font ce genre de modèle, ils vont regarder à ce qu'on appelle des covariables, qui vont être typiquement le vent en fait. Ils vont regarder quelles sont les autres variables qu'on a au même endroit, qui sont corrélées avec le signal qu'on s'intéresse, donc la vitesse densité d'oiseau. Donc en fait, il y a déjà pas mal de travail qui a été fait à ce niveau-là, de voir les corrélations. Nous, on a été intéressés à mesurer le signal directement, donc là, le nombre d'oiseaux directement avec ces radars, et de faire utiliser en fait des méthodes plutôt de géostatistique plutôt que des méthodes de covariables type machine learning ou autre chose. Mais c'est forcément envisageable et c'est nécessaire à un moment ou à un autre. Ça apporte une autre source d'informations, il faut trouver comment les combiner. Il y a des méthodes standards pour faire ça, on les a testées, et le résultat est que on n'améliore pas beaucoup nos modèles, pour être rapide. On améliore légèrement, mais pas beaucoup par rapport à la complexité que ça apporte. Et donc l'idée derrière, c'est qu'en fait les données de ces radars sont tellement précises et sont tellement rapprochées qu'en fait la covariable apporte assez peu d'informations. Elle répète la même information qui est donnée deux fois. Il y avait une deuxième question. Au début de l'explication du SGS, tu
tu as dit que en prenant l'estimation du voisin, c'est pas le point le plus probable, mais c'est un point sur la fonction, sur la ligne, d'une manière probabilistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est pas forcément très bien expliqué. Donc l'idée, c'est qu'on a une estimation avec les voisins, donc on connaît la valeur la plus probable. Avec le X étoile, ça nous donnait la valeur la plus probable, et c'était le sommet de la courbe. Mais en utilisant une considération gaussienne sur le champ, on a aussi, en fait, avec la variance, l'incertitude qu'on a par rapport à cette estimation. Donc on sait la valeur la plus probable, l'incertitude, et en fait on peut juste simuler de manière aléatoire dans une courbe gaussienne. Alors si c'est ça la question, la façon... D'une manière aléatoire qui s'écrit sur la ligne. C'est ça. En fait, on simule les points proportionnellement à leur probabilité. Et donc pour ce faire, en fait, on construit un CDF, donc c'est le Cumulative Distribution. En fait, ce qu'on fait, c'est toutes les probabilités que tu as vues, on va les additionner au fur et à mesure. Donc ça va nous donner une courbe qui ressemble un peu à quelque chose comme ça, où à la fin, on va arriver à 1. Parce que la somme d'un PDF, c'est toujours égal à 1. Et ensuite, dans cet axe-là, on va simuler de manière aléatoire, donc là, vraiment aléatoire, uniforme, une valeur entre 0 et 1. Ça va nous donner une valeur, par exemple 0.7. On va prendre cette valeur-là, on va la donner sur la courbe et on va regarder le point que ça correspond et ça va nous donner la valeur qu'on aura simulée. Et en choisissant de manière aléatoire, uniforme entre 0 et 1, et en faisant cette transformation, en fait, on transforme l'aléatoire en cette courbe de probabilité qu'on a vue tout à l'heure. Si c'est pas clair, on peut en reparler. Mais ouais, c'est pas super facile à expliquer. Autre question? Oui? Un commentaire peut-être pour d'abord te féliciter pour la brillance de ton exposé. Je suis un néophyte, donc ça fait 4 ans qu'on en parle, mais j'ai jamais aussi bien compris que ça. Et ta capacité d'aller de choses très simples vers des choses très compliquées, de faire sans cesse des allers-retours, montre une maîtrise et on a vraiment l'impression que ça coule de source et c'est fabuleux. La question que je voulais te poser, c'est, donc on voit c'est finalement, j'ai bien vu ta joie quand le deuxième modèle bayésien donne quelque chose d'un peu plus proche de ce qui est la réalité, mais la réalité inconnue. J'ai toujours néanmoins, sans petite déception en se disant, mais finalement ça reste encore assez approximatif. Ça donne une direction, mais c'est loin de donner. Et derrière ça, si on réfléchit à des applications, il y a des gens qui vont creuser, je sais pas, des forages, qui vont essayer de dépenser de l'argent sur cette base. Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver? C'est quoi la direction pour caler cette simulation encore mieux sur la réalité? Par exemple, le dernier point, là, on ne l'a pas. Ouais. Peut-être premièrement, ça c'est la moyenne de 50 réalisations. Donc si je commençais à te mettre les 50 réalisations là, qui ont été générées avec BSS, tu en aurais qui iraient jusque là, il y en aurait qui s'arrêteraient là, il y aurait un peu tout en fait. Et il y en aurait pas mal qui seraient aussi plus basses, qui fait que la moyenne est seulement là, mais c'est une moyenne. Et à nouveau, la moyenne ne nous donne pas forcément la gamme d'incertitudes qu'il y a. La moyenne nous donne simplement que parmi tous ceux qui ont été produits là, on est meilleur que celui-ci. Alors si... donc ça c'est le premier commentaire, donc c'est une moyenne et pas juste une réalisation. Deuxième commentaire vis-à-vis du truc en bas, c'est que dans notre méthode pour mesurer la conductivité, quand on mesure ça, après on inverse, voilà, lui, on voit qu'en fait on a beaucoup plus de détails en surface qu'en profondeur. Parce que en fait, les champs de courant électrique vont juste se propager très en surface et vont rarement atteindre le fond. Donc ça veut dire qu'en bas, en fait, on est très proche de la moyenne, on a très peu d'informations. C'est pour ça qu'en fait, à la fois SGS et BSS, sur cette courbe-là qu'on a regardée ensemble, ils sont proches de la valeur moyenne parce qu'en fait, ils n'ont aucune information. Parce que l'information apportée en plus,
ne concerne que le haut. Et donc, troisième commentaire vis-à-vis de est-ce qu'on peut améliorer ça? Donc, oui, tout à fait, c'est pas parfait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette méthode. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps, le courage, je sais pas comment dire, de faire la même chose pour celui-ci, mais je m'attendrai à ce que les réalisations soient bien meilleures avec cette méthode et reproduire des choses bien mieux. Et après, donc, sur le pont avec l'ornithologie, donc, dans ce cas du sol, tu montrais que GS était quand même assez approximatif et finalement, on ne donnait pas beaucoup de vraies informations. La raison que tu vas l'utiliser sur les oiseaux et que tu penses que ça va marcher mieux, c'est parce que tu as beaucoup plus de carottes, donc beaucoup plus d'échantillons, avec toutes les lignes que tu nous montrais. Parce qu'il y a plus de radars que la seule carotte que tu avais. C'est ça. Donc en fait, ce que j'essaie de montrer ici, c'est pas que SGS était mauvais, parce que peut-être ça transparaît un peu comme ça. Ce que j'essaie de montrer, c'est que SGS est que capable de donner de l'information là où on lui donne des données. Donc si on lui donne des données à un puits, il va te donner de l'information. Pour il n'y a pas de puits, il ne te donne pas d'information. Et avec les données d'oiseaux, on va espérer que le nombre de radars, ou que la proximité entre les radars, ce serait l'équivalent à dire que les puits soient suffisamment proches les uns des autres, de telle manière à ce qu'ils soient suffisamment corrélés pour que l'incertitude qu'il y a entre, et même la valeur moyenne qu'il y a entre, elle soit toujours informée. Et c'est vrai que si on s'éloigne, et c'est pour ça que sur la zone d'étude, comme tu voyais, c'était une ligne un peu bizarre, c'est que dès qu'on est trop loin des radars, en fait, on tend vers la moyenne, on donne juste une valeur moyenne qui ne donne aucune information. Et donc c'est pour ça que SGS, ça devrait toujours être utilisé dans la distance des points conditionnants. Ça va? S'il n'y a pas d'autres... Ah, si. Pour prendre la courbe de corrélation entre ton champ électrique et ton cas, je voulais savoir si c'est une donnée, est-ce que c'est mesuré, comment est-ce que... J'ai eu l'impression que c'était une donnée et je voulais savoir comment est-ce qu'il y a de l'incertitude là-dessus. Donc ce champ-là. Ouais. Peut-être que je n'ai pas bien suivi. Non. C'est un très bon commentaire. En réalité, c'est vraiment un problème qu'on a. Enfin, estimer ce machin, c'est pas facile parce qu'en fait, ça demande d'avoir des données. Là, je vous ai dit, je prenais chaque pixel de l'image, mais en réalité, on ne connaît pas ça. Donc tout ce qu'on peut faire pour ce truc-là, c'est prendre les valeurs des puits qu'on a là. Okay. Et en réalité, quand je dis que c'est cette courbe-là, une fois qu'on a fait notre inversion, ce que je dois prendre, c'est pas les données ici, je dois prendre les données là en fait. Donc je dois prendre ces données-là depuis, imaginer au puits avec les données conductivité hydraulique au puits et les mettre ensemble. Et là, c'est là qu'il n'y a pas assez de données pour créer cette PDF jointe et ça pose problème. Et ça peut pas être des abacs d'un matériau type ou du matériau de... Donc après, il faudrait parler à des hydrogéophysiciens pour vraiment te décrire la relation qu'il y a entre les deux. Mais la relation, elle est vraiment pas simple. Okay. Elle est même pas... si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ait exactement toujours les mêmes relations. Donc c'est très empirique. C'est vraiment... Il faudrait la faire sur chaque type de sol, chaque type d'endroit. Il faudrait la refaire, si j'ai bien compris. Mais dans mes méthodes, c'est vrai que je la considérais comme une donnée. L'astuce qu'on a eue pour la générer, c'était en fait de générer plein de champs de conductivité hydraulique et électrique en même temps, pas le champ vrai en fait, juste d'autres qu'on simule, et puis on va juste prendre là tous les points dedans. Enfin en fait on va faire l'inversion, on va prendre tous les points de cette grille là avec l'autre, comme ça on augmente artificiellement la quantité de points pour créer cette PDF. Autre question? Sinon, juste une question. À part la conductivité électrique, il y a autre chose qu'on peut prendre en compte ou pas? Pour corréler. Oui, il y a plein d'autres domaines. Il y a plein d'autres données en fait. Celle qui, moi, m'intéresserait pas mal, enfin, si j'avais le temps de travailler, qui m'intéresserait pas mal, c'est d'utiliser en fait ce qu'on appelle la tomographie hydraulique. Donc la même chose de ce qu'on a fait là avec. On va voir si c'est compréhensible, pas évident à expliquer. Quand on fait ce truc-là avec les électrodes, là, on prend deux électrodes, on met un point dedans, on mesure le potentiel, on pourrait faire la même chose avec des puits. Donc au lieu d'être horizontal comme ça, on ferait avec des puits verticales. Ce qu'on ferait, c'est qu'on met ce qu'on appelle un packer, où on va bloquer le puits et on va envoyer de l'eau sous une certaine pression. C'est l'équivalent à mettre un courant électrique. Et avec deux autres endroits, on va mesurer la pression qui en résulte avec le voltage. Et comme ça, on peut faire ça à plein de hauteurs différentes. Et alors là, on mesure directement la conductivité hydraulique en fait. Mais cette conductivité hydraulique, à nouveau, elle n'est pas par rapport à un point, mais elle est par rapport à une surface.
Donc après, il faudrait réutiliser la méthode, surtout la dernière méthode, celle que j'ai mis juste sur une slide, où on pourrait passer de la conductivité hydraulique sur une zone globale à un point ou à un pixel tout petit. Mais après, ouais, pour répondre plus globalement, il y a d'autres types de méthodes. Ouais, il y a tout un bouquin là-dessus, si tu veux. Merci, ça y est. Autre question? Ok, cette fois-ci, je vais inviter mes collègues dans le jury de sortir et délibérer, et on va revenir dans un instant. Le jury a délibéré. Le jury a considéré cette présentation comme une des meilleures présentations qu'on a jamais assisté. Vraiment, allant du coin de l'expert jusqu'aux éléments que tout le monde puisse comprendre. C'était vraiment un modèle à suivre de qualité didactique vraiment impressionnant. Donc, on vous félicite pour ça. Moi, j'ai quelques phrases officielles à lire ici. Monsieur Raphaël Nussbaumer, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jury a décidé de proposer au rectorat de vous octroyer le grade de doctorat en sciences de l'environnement de l'Université de Lausanne. Donc, mes félicitations. Merci beaucoup. D'accepter la thèse et qui permet d'avoir le diplôme à la fin. Super. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Il y a un marque de trésor, je pense. Ah oui, c'est le cadeau qui vient avec. Cadeau empoisonné. Merci encore.